épisode de podcast qui est enfin en train d'être tourné. Je suis à nouveau dans mon jardin, donc là, il y a des petits. Les arbres font tout leur pollen, etc. Donc il y a plein de choses qui volent. Mais voilà, donc enfin ce numéro 2. Je suis pas du tout en avance. On s'était donné rendez-vous. Ça devait être plus rapide et le projet c'était de faire un bilan de l'année qui venait de s'écouler, donc de l'année 2025. Et puis finalement, les enchaînements de choses font que je me retrouve seulement maintenant à tourner ce deuxième épisode. Le côté très cool, c'est que j'ai plein de choses à vous dire. Le côté moins chouette, c'est que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. En même temps, ça me permet aussi de parler et puis de mettre un peu en image et en mots le fait que quand on a une toute petite entreprise artisanale dans laquelle on fait tout, c'est-à-dire tout ce qui va être d'abord, avant tout, le travail de teinture de production, mais aussi tout ce qui va être évidemment tous les messages, la gestion des réseaux sociaux, la comptabilité, l'inventaire du site, la préparation des commandes, la préparation des festivals, la réponse aux mails, le secrétariat. Bon, j'arrête parce que c'est un peu relou, ça fait un peu liste sans fin, mais c'est une liste qui est un peu sans fin et en tout cas qui nécessite de créer une hiérarchie entre les choses. C'est vraiment par défaut qu'on se dit mais ça on le fait pas alors qu'on adorerait le faire, typiquement tourner des podcasts ou des choses comme ça, c'est des choses que j'adorerais faire plus souvent, mais il y a des choses qui prennent le pas ou qui nécessitent voilà, qui peuvent pas forcément attendre, il y a des délais légaux ou des fois des mails où je me dis là vraiment je peux plus faire attendre les gens, il faut absolument que j'apporte une réponse à la demande de la personne. C'est un peu la raison pour laquelle il y a une irrégularité et là finalement on est vraiment dans une période d'entre-deux. J'ai fini la grosse période des festivals, je suis pas encore tout à fait à fond dans la période de cueillette, donc c'est pas le hasard si c'est maintenant que j'ai ce moment pour faire certaines choses comme ça, comme tourner cet épisode de podcast par exemple. Je me disais pourquoi pas quand même commencer cet épisode par un petit bilan. C'est qu'une demi-année pour moi 2025 puisque j'ai eu mon congé maternité, donc je me suis vraiment arrêtée entièrement pendant 6 mois. À partir de février j'ai repris en août-septembre. Et puis à la reprise, ça a été assez rapidement parce qu'en fait, j'ai repris juste avant la saison des salons. Il a fallu tout de suite reteindre, refaire beaucoup de laine, de travail à l'atelier. C'était vraiment une reprise où j'ai pas eu le temps de me poser des milliers de questions, où c'était plus faut faire, suivre le rythme, etc. Pour être franche, je dois reconnaître que je me suis un peu dit on continue comme avant. J'ai le même corps, j'ai les mêmes capacités physiques qu'avant, donc c'est parti, on fait comme avant. Et non, mon corps, pour le coup, m'a mis un bon stop à l'automne dernier. En fait, un peu juste après ma reprise, au moment de certains festivals, notamment au moment du CSF, qui se déroule à Paris en général fin novembre. Et là, au moment du CSF, c'était compliqué parce que j'avais toute la teinture de la saison derrière moi, beaucoup de fatigue accumulée, un petit bébé adorable, mais qui faisait pas ses nuits à l'époque, donc quand même je commençais à être un peu dans une dette de sommeil, et puis une exigence de travail à l'atelier qui est toujours la même. C'est vrai que le travail de teinture ça se fait à la main, il y a très peu d'étapes mécanisées. Donc finalement, c'est un engagement du corps qui est fort et il faut être en forme physiquement. Ou alors si on a des failles ou des fragilités, c'est pas impossible en soi, mais il faut vraiment les prendre en compte, les accompagner. Et voilà. Et sauf que moi, je me suis rendu compte que mon corps, il n'était pas du tout, il n'était pas en mauvais état, mais il était clairement en difficulté face à la charge de travail que je lui ai imposée. Ça a été une prise de conscience aussi que certaines choses changent, qu'il faut les accepter, et puis que dans ces cas-là, il faut essayer de réajuster. Voilà. J'ai eu des retards dans des commandes, vous avez été adorables, parce que il y avait aussi de votre côté le fait de pas pouvoir moi suivre au rythme que j'avais annoncé. Ça explique aussi que la boutique en ligne a été vachement moins mise à jour parce qu'en fait, j'avais absolument pas la capacité de produire à la fois pour les salons et pour la boutique. Ça, c'est vraiment quelque chose. J'ai pas fait le deuil de ça parce que c'est vraiment mon projet. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était pas évident. Là, il y a eu cette prise de conscience de ah ouais, mais non. J'aimerais faire comme avant, j'aimerais repartir exactement comme avant la naissance de mon petit, mais c'est pas possible. Et l'accepter, ça a été aussi une étape et un cheminement pour moi qui suis un chouïa hyperactif quand même sur des trucs. Et ça a été un peu de se dire justement, pour faire bien les choses, à un moment donné, il faut aussi savoir, il faut se dire, j'en fais moins. Et c'était un peu ça. Donc voilà, à la fin de l'année 2025, j'ai eu besoin de me reposer un petit peu. Et puis 2026 a commencé vraiment sur les chapeaux de roue avec directement pas mal d'événements. L'année a commencé avec la fête de la laine, mi-février, à Malakoff,
C'était un super événement, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu passer cet événement parce qu'il y a eu beaucoup de travail en amont de teinture, de préparation. C'est à cet événement aussi que j'ai commencé à proposer d'autres types de laines, les Mokosh de Emama Wolf, je sais plus si j'avais déjà les 2 Rerum Natura, mais voilà, commencer à élargir un peu ce que je proposais hors que mes laines, proposer aussi des laines, d'autres marques, toujours des laines naturelles et des teintures, au moins GOTS au niveau du label. C'est à cette période-là que j'ai commencé à ouvrir un peu ça et donc ça a été vraiment 2 jours, comme si on passait dans une machine à laver si je dois résumer. Mais un truc cool puisque ça a été non-stop du tout début à la toute fin du salon. J'ai eu très peu d'échanges en fait avec vous parce qu'il y a eu du monde tout le temps. J'ai été aidée, les bénévoles, super, super équipe, coup de main hyper facilement parce que j'ai fait des ateliers aussi, donc j'étais pas sur mon stand tout le temps. Mais les bénévoles étaient là pour prendre le relais et c'était vraiment, c'était hyper appréciable et rassurant. Après Malakoff, je suis allée à Bruxelles pour le Festival du Fil de Bruxelles, c'était la deuxième édition du festival. Moi, c'était la première fois que je participais. Et c'était alors dans un lieu super lumineux, lumière naturelle. C'est pareil, c'est un festival très fréquenté. En fait, il y a énormément de visiteurs et un peu tout le temps. Donc finalement, ce côté grand volume pourrait faire peur, mais comme le lieu est fait de manière en fait, à ce qu'on se rende même pas compte qu'il y ait autant de monde tout le temps. Les toits, c'est des vitres, donc c'est en fait une lumière naturelle. Donc pour voir les laines et les coloris, c'était trop, trop cool. Et puis pour la circulation des gens et le bien-être des gens aussi, pas le sentiment d'être complètement enfermés les uns sur les autres, c'était top quoi. Et du coup, c'est vrai que quand on sent que tout le monde a de la place pour respirer, pour regarder les choses comme on souhaite sur les stands, on sent qu'il y a une ambiance qui est vachement plus chouette, même du côté des visiteurs et des exposants, enfin du côté de tout le monde, parce que on a de la place quoi. On respire, on peut échanger si on veut, et ça j'ai trouvé ça hyper appréciable, hyper agréable pour nous. Pareil, une fois de plus, une équipe de bénévoles au top, hyper dans l'aide, hyper présente. Donc c'était vraiment trop agréable. Le festival en lui-même, c'est pareil, super bien passé. J'étais ravie. Moi, les laines que j'ai apportées ont eu du succès. J'étais contente. Revoir des copines que j'avais pas vues depuis longtemps. Revoir des Ça, c'est trop cool parce que des clientes belges, je vois bien sur l'adresse quand j'expédie les colis, je vois qu'elles sont en Belgique. Et puis là, certaines, on s'est vues en vrai parce que ça fait loin, elles viennent pas forcément à des événements en France. Et puis là, c'était vraiment l'occasion de se croiser. Et pour certaines, oui, c'est des tricoteuses qui font des commandes depuis pas mal d'années. Donc c'est toujours émouvant, je trouve, quand on peut mettre un visage sur un nom. Et puis finalement, à travers les commandes, on sait des choses de vous parce qu'on voit les bases que vous commandez, les coloris, les quantités. Donc ça nous donne des petits indices sur vos goûts, voilà, et c'est super touchant de vous incarner vraiment parce que nous, les laines, moi je les teins, je fais les colis, ça part de l'atelier, mais voilà, elles s'incarnent vraiment quand vous les tricotez. Et on se dit c'est là. Quand on fait de la teinture, quand on est teinturière, je crois qu'on se dit ah c'est à ce moment-là que ça prend sens et vie parce que la destination finale, c'est quand vous donnez vie à ces laines-là. Donc c'était vraiment touchant, toutes ces rencontres-là. Les moments de festival, je visite très peu les villes parce qu'en fait, on arrive, on monte le stand, on se repose parce qu'on est un peu fatigué après la route et le montage de stand. Et le premier soir, souvent, enfin, moi, je reconnais que je suis pas bonne à grand-chose, je me repose. Et puis aussi, on prend des forces un peu en prévision des jours qui viennent. Après, il y a les 2 jours de festival. Le soir, on est allé se balader. J'ai vu un peu le centre de Bruxelles, mais un tout petit peu après une journée entière de salon, donc c'est pas les meilleures conditions. Mais ce que j'en ai vu, j'ai trouvé ça vraiment très très cool avec des très chouettes endroits pour manger. Et je regarde parce que là, j'essaierai de vous montrer après, mais je vous avais parlé des canards et là, la cane, elle couve ses œufs. Donc tout le monde à la maison est très impatient de découvrir les canetons et elle a 14 œufs, ce qui est quand même pas mal pour une cane. Donc on va surveiller ça. Je pense que dans 2-3 semaines, on aura des petits canetons dans le jardin. Mais je vais essayer de faire des images, mais elle est très, très stressée et je peux pas tellement approcher du nid. Je dis aux enfants de pas y aller, donc je vais tenter de faire des images. Je vais essayer de vous emmener voir ma petite canne qui couvre ses œufs. Je vais essayer de pas trop la déranger, la petite mère. Elle est juste là. Coucou. Vous voyez tout le petit duvet là autour de son nid, c'est vraiment adorable. Et là, il y a le mâle, Ansel, qui reste vraiment collé. Je sais pas si vous voyez, il reste tout le temps à côté, il lui tient compagnie. Au retour de Bruxelles, malheureusement, je vous en ai parlé, enfin j'en ai parlé un petit peu parce que c'est la vie et qu'aussi ça impacte mon organisation et la manière dont j'ai travaillé ces dernières semaines. Il y a eu un décès dans ma famille très proche, ce qui fait que, évidemment, voilà, tout le monde connaît ça.
Mais ça a eu des conséquences parce qu'il a fallu réorganiser des choses dans mon organisation familiale. Ce qui fait aussi que ça a impacté beaucoup l'organisation des stages. J'ai pu assurer le stage là qui vient de se dérouler la semaine dernière, mais en revanche ceux à venir, voilà, il y a eu des changements, des choses où je suis pas certaine de pouvoir m'engager, donc ça je contacte un peu les gens les uns après les autres. Mais en tout cas voilà, si vous avez un projet de stage, je pense que ceux de l'été, septembre, il y aura pas de souci, mais avant ça c'est un peu compliqué pour moi, notamment, à cause en raison de ce décès. Voilà, bon, c'est la vie, tout le monde traverse ça. Mais ça a été une période très compliquée. J'en sors tranquillement, ça me fait évidemment beaucoup de bien à la fois de reprendre la teinture à l'atelier, et de retricoter. Et ça, je le savais, mais je pense que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait l'expérience. Mais la valeur thérapeutique, je ne sais pas si on peut tellement utiliser ce mot-là, du tricot, là, je le mets à l'épreuve et je le vis vraiment. Et j'ai vraiment des journées où quand je sens qu'il est 16-17 heures, que j'ai pas eu le temps de tricoter, que je sais que ma soirée sera longue et que j'aurai pas le temps de tricoter parce que j'ai des choses à faire ou les enfants, etc. Je sens que mon équilibre ne se fait pas et que là, c'est un peu absurde peut-être, mais je préfère me coucher plus tard, mais me prendre vraiment un temps de tricot pour moi, où il n'y a plus de téléphone, je suis là pour personne, je tricote et ça permet tout ce que vous connaissez très bien si vous êtes tricoteuse ou tricoteur. Ça permet vraiment de vivre et de ressentir les bienfaits du tricot, ce côté équilibrant, ça rend plus serein, voilà. Et là, je le mets vraiment, vraiment, vraiment à l'épreuve. Et je suis très heureuse d'avoir le tricot dans ma vie en ce moment. Du coup, ça crée plein d'envies. Il y a plein de modèles que j'ai envie de tricoter. Moi, qui suis clairement mono en cours depuis que mes enfants sont petits, parce que j'arrive pas en fait à suivre plusieurs choses en même temps. Je verserai presque là dans monter un deuxième projet alors que j'ai pas fini le premier, ce qui m'arrive en général quand même pas du tout, sauf urgence. Et donc là, peut-être qu'on est un peu en urgence, je sais pas. Mais là, souvent, quand je termine un projet, j'ai besoin d'un temps pour me poser et me dire qu'est-ce que je veux tricoter ensuite, avec quel type de fil. Et en fait, toute cette démarche de retrouver un patron et un fil qui me donne envie, une couleur, et bah, ça fait partie de la démarche et je me laisse un temps volontairement pour ça. Et là, en fait, je suis déjà en train d'anticiper ce que je vais faire après ce que je suis en train de tricoter. Je vais vous montrer. Là, je sens que j'ai besoin de ne pas vivre ce moment où on n'a rien sur les aiguilles, même un soir, même une seule journée, d'être vraiment dans cette occupation de mes mains. Et en fait, c'est valable aussi pour la teinture. Je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à teindre à l'atelier. C'est vraiment des moments hyper agréables et qui me posent beaucoup. Il y a la troisième activité qui est la reprise des cueillettes qui s'amorce. On est fin avril, donc il y a plein de choses qui vont être à maturité que je vais pouvoir aller récolter. Donc c'est top, ça, les planètes s'alignent un peu là-dessus et j'arrive à faire ça. Donc en tout cas, au niveau de l'organisation, il y a des choses qui ont changé. Donc voilà, il y a eu des modifications au niveau des stages, il y a eu des modifications au niveau des événements parce que je devais participer à Pour l'amour du film qui se tenait à Nantes et le décès s'étant produit vraiment quelques jours avant le salon. J'ai dû annuler ma participation. Donc ça, c'est pareil dans la vie entrepreneuriale, on prévoit des choses, on engage évidemment des frais d'achat de laine, de teinture, de réservation de stand, mais aussi de temps immobilisé pour préparer le stock de laine, teindre, et puis tout d'un coup, un événement de la vie fait que, eh ben non, il faut revoir les plans, et puis ça se fait en une seconde, on ne réfléchit pas plus que ça. Nantes, j'y suis allée en visiteuse le dimanche, à la toute fin du salon. Je crois que j'avais aussi pas forcément envie de croiser trop de personnes que je connaissais, parce que on était vraiment dans les moments très difficiles, et ça m'a fait du bien, ça m'a fait évidemment du bien. Alors, j'ai découvert quand même, enfin, je redécouvre là le côté visiteuse de salon, mais c'est trop cool. En fait, on peut vraiment se concentrer sur tous les stands, prendre le temps d'aller voir, de dénicher les petits trucs trop bien. Ça, c'est trop, trop cool. Ça, c'est trop cool. J'ai vraiment adoré. Euh, donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai revu quelques exposantes copines là-bas c'était très très cool de parler avec elles. J'étais avec mes deux filles. Pareil, je pense qu'elles, ça leur a fait beaucoup de bien ah, désolée, il y a le son des canards. Ça leur a fait beaucoup de bien de sortir d'une ambiance compliquée pour aller vers les arts, les couleurs, les fils. On a passé beaucoup de temps. Pour l'amour du film, moi, c'est aussi une raison pour lesquelles j'adore ce salon, c'est qu'il y a toute une partie exposition où en fait ils exposent. Alors c'est beaucoup de patch, mais j'adore en fait. Moi, je pratique pas du tout le patch. Je serais loin de savoir faire ça. Mais en fait, je trouve qu'à regarder dans la finesse du travail,
quand on voit tous les petits morceaux là qui tchouc, pile poil, c'est top, c'est parfait. Moi ça me fascine le travail de couleurs, d'association de couleurs. On a regardé toutes ces expos là et je sais que mes filles, ça leur a beaucoup plu. Elles ont beaucoup aimé cette petite échappée, qui était pas très longue, mais ça leur a fait du bien. J'ai pas participé à ce salon, j'ai plein de laine dans l'atelier, il est full rempli de laine. Je repasse le message à mes copines du coin qui tricotent, c'est le moment de venir, c'est blindé là, il y a tout en grosse quantité. Mais du coup, c'est comme ça, il y a les priorités dans la vie. Et ça veut dire que pour Motoko, donc qui se déroule à Mulhouse à la fin du mois de mai, eh ben, finalement, j'aurai moins de travail de teinture, un peu plus de repos et plus de temps pour faire des podcasts, par exemple. Voilà, essayer de voir le truc positif là où il est. Et en l'occurrence, parler d'entrepreneuriat, c'est aussi parce que il y a clairement une incidence sur la vie de l'entreprise. Alors, ça ne met pas Maison Septembre en danger. Mais oui, ça crée quand même une tension qui fait que sur les mois qui viennent, il faut que ce que j'ai prévu ou que ce qui va être lancé ou que le programme se déroule à peu près comme prévu. J'ai pas trop de marge de manœuvre, mais il n'y a pas de raison que ça soit pas le cas. Et en tout cas, c'est vraiment des moments où il faut se repositionner, il faut aussi réussir à accorder du temps au perso, dans le pro, et puis en fait les deux s'imbriquent, les deux se mêlent, donc ça c'est pas forcément toujours évident, mais voilà, réussir à prendre ce recul et à faire confiance pour la suite des événements. Au niveau du planning, entre 2025 qui a été une année où finalement j'ai travaillé que la moitié de l'année, et 2026 qui commence fort, et puis avec les montagnes russes, quand même un gros coup d'arrêt ou un moment pas comme anticipé, c'est vraiment voilà, des formats de façon qu'on n'anticipe jamais. On verra ce que la suite de 2026 nous prépare. Mais en tout cas, voilà, pour ce que je sais, fin mai, je suis à Mulhouse, à Nita Motoko, qui est un festival a priori super cool. Moi, c'est la première fois que j'y vais. Donc c'est à l'autre bout de la France pour moi, c'est vraiment tchouk, de l'autre côté, c'est ouest-est total et j'y vais seule en plus, mais bon, je vais faire la route tranquillement. Et après, juin, juillet, août, c'est vraiment des mois, là, j'aurai pas d'événement, pas de festival. Et puis à partir de septembre, il y a des choses qui reprendront, qui sont déjà calées. Bon, je peux pas vous dire parce que on attend toujours, en fait, quand on expose, souvent on a les réponses avant que vous sachiez. Sauf qu'on attend toujours le feu vert des organisateurs et organisatrices parce que pour plein de raisons, parfois, eh ben, il faut attendre leur feu vert parce qu'elles veulent annoncer dans un certain ordre, elles veulent caler des choses avant, j'imagine. Et voilà, donc, mais en tout cas, il y a déjà au moins 2 événements auxquels je sais que je participe en septembre qui me réjouissent trop. Et voilà, je vous le dis, dès que j'ai le feu vert, hop, je vous le dis. Je vais essayer de tourner des images, mais je suis pas, c'est pas mon job à la base, donc je vais essayer de faire du mieux que je peux, mais voilà. J'ai changé un peu l'organisation des pièces de mon atelier. Donc maintenant, je n'ai pas seulement un atelier, j'ai un atelier boutique. Ça veut dire que j'ai vraiment réaménagé mes pièces d'atelier pour pouvoir accueillir les personnes de passage ou qui veulent venir voir les laines, etc. Donc dans l'atelier boutique, il y a à la fois mes laines, les laines que j'ai en stock, en tout cas au moment où vous faites votre visite, où vous passez. J'ai toujours mes non-teintes, en général j'en ai toujours en stock. Et j'ai aussi toutes les laines que je vends en plus, c'est-à-dire les Emma Wolf, les de Rerum, j'ai du BC Garn, la Biobalance, j'ai du coton aussi de BC Garn. Enfin voilà, j'ai pas mal de petites. J'ai du boucle laine aussi maintenant. J'ai pas mal de bases de laine différentes et j'aurai le temps de recommuniquer dessus. Mais en tout cas, à partir de maintenant, si vous passez dans la région ou si vous y êtes ou pas loin et que vous voulez une laine, il ne faut pas hésiter. Vous me faites un petit message et vous passez. Je vous accueille à l'atelier. C'est pas ouvert tout le temps dans le sens où moi, comme je suis souvent à l'atelier à teindre, il faut que je puisse être en capacité de vous accueillir comme il faut. Donc me faire un petit message avant, me demander quand vous pouvez passer. Mais en tout cas, je vous accueille avec plaisir. C'est aussi une manière de compenser le côté un peu solitaire que peut avoir mon boulot, d'être seule à l'atelier, seule à faire mes cueillettes, seule à mettre mes écheveaux en écheveau. J'ai ce lieu qui peut permettre de recevoir, et bah autant m'en saisir et puis ça vous permet de voir les laines en vrai. Il n'y a quand même rien de mieux pour choisir une laine de ça. Et puis clairement, s'il fait beau et que c'est une belle journée, c'est l'occasion de prendre un thé au jardin en tricotant un peu ensemble. Enfin, c'est vraiment, c'est un peu l'esprit du lieu. Et ça m'a été un peu inspiré et soufflé plus ou moins fort à l'oreille par des personnes qui font les stages de teinture parce que vous êtes beaucoup à être des tricoteuses aussi. On a partagé des bons moments de tricot au jardin souvent ou en tout cas de papotage et voilà, c'est une idée qui a germé comme ça et puis finalement qui a pris forme là. Moi, ça me remplit le cœur et moi, en fait, à chaque fois que je rentre dans mon atelier boutique, je rentre dans ma boutique de laine et comme je suis pas mercière, je suis vraiment, je vends de la laine un petit peu, voilà, faut vraiment pas s'emballer. Euh,
Mais je me fais un peu mes marchande de laine et c'est vrai qu'une fois que j'ai eu tout installé dans l'atelier, j'ai appelé mes filles et je leur ai dit: «Les filles, venez, vous êtes mes premières visiteuses clientes de ma petite boutique de laine» et c'était super émouvant et touchant. Donc elles approchaient, elles prenaient leur rôle là vachement à cœur, elles regardaient les couleurs, tu sais, elles sortaient pour regarder la lumière naturelle, être sûres et tout et bon voilà. Ça leur a pas donné envie de choper un écheveau pour le tricoter, mais je perds pas espoir qu'un jour, j'y arrive ou ça va être peut-être avec mon petit gars finalement que je vais réussir à mettre un de mes enfants au tricot, je sais pas. Je glisse ça au passage, c'est complètement spontané, c'était pas forcément prévu, mais voilà, si vous passez dans le coin, que vous avez envie, un petit mail, un petit message et je vous accueille avec grand plaisir. Et je pense que j'organiserai des portes ouvertes de temps en temps au beau jour. C'est quand même vachement chouette de pouvoir profiter du jardin. Peut-être probablement une date en juin, une en septembre. Enfin, ça, je recalerai les choses le plus précisément. Mais en tout cas, c'est le projet. Et pour celles qui ne savent pas, je suis en Anjou. Je suis pas très loin d'Angers. Je suis à, je suis à 20 minutes au sud-est d'Angers, sur les bords de Loire, en fait, entre Angers et Saumur. Et donc, c'est un petit village. C'est vraiment une plongée dans la campagne si vous venez à l'atelier. C'est une jolie petite campagne angevine. Donc voilà pour l'organisation et la manière dont les choses se sont passées jusqu'à présent entre début 2025 et puis là maintenant on arrive quasiment à mi-2026, enfin encore pas tout à fait mais presque. Voilà, des choses qui se sont passées, certaines comme prévu, d'autres pas franchement, mais l'idée c'était un peu de suivre la vague et de s'ajuster. Donc voilà pour ce petit point planning que j'ai pas fait complètement comme je voulais, mais je me dis c'est cool de le faire quand même, donc le voilà. Maintenant, on va parler un peu plus vraiment de laine et de tricot. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ces derniers temps. Voilà, ça s'est étalé sur plusieurs mois, mais je vous montre un peu. Je vais attacher ça, sinon je vais pas réussir à vous montrer. Donc, ça, c'est un petit gilet que j'ai fait pour mon bébé, qui est en taille, je l'ai fait grand, il est en taille 2 ans, parce que je voulais qu'il porte à la fois cet hiver et l'hiver prochain. C'est un novice cardigan, tout simplement, de petite knit, qui est, je pense que vous le connaissez. Il a été pas mal porté hein, par un bébé tout-terrain. Je l'ai fait en mohair, donc c'est 2 fils tenus ensemble. Et là, c'est sur la base numéro 2 et c'est le coloris Primavera. Que j'ai pas tout le temps parce qu'il dépend pas mal des cueillettes. Donc c'est un fil, c'est une couleur que je vais avoir qu'à certaines périodes de l'année. Mais c'est Primavera, c'est un vert qui est assez frais, enfin assez, je trouve assez vif. Ah, là c'est le chat qui vient se frotter là. Regarde le loup, attends. Hop, tchouk. Voilà, donc là c'est la deuxième minette. Je vous avais montré O'Malley l'autre fois et là c'est Billy Noisette, qui est une minette trop mignonne aussi, qui aime beaucoup le tricot. Elle aime beaucoup se coucher dans les écheveaux. Faut que je lutte et que je la pousse souvent la pauvre minette, mais en tout cas elle a fait coucou. Hop. Donc le novice cardigan de mon petit Lucien, il le porte avec plaisir. Il est résistant au régurgitou, à tout ce qu'on veut. Il est à toute épreuve. Et donc cette année quand je lui mettais, je faisais des revers aux manches. Et au moins, ça le couvrait bien. Et les nuits, je lui mets toujours enfin, jusqu'à récemment, je lui mettais toujours un petit pull par-dessus son pyjama dans la turbulette pour qu'il ait bien chaud. Et clairement, un mohair en double, ça passe top. Alors oui, mohair pour bébé, on me l'a vachement déconseillé. J'ai eu beaucoup de discussions sur le sujet. Et moi, mon fils l'a super bien supporté. Ça s'est pas abîmé, peut-être parce que tricoter en double, il y a quand même une forte résistance. C'est-à-dire qu'avant de faire un trou dedans, il faut quand même y aller. Et puis alors, au niveau des peluches, franchement, je l'ai pas, ça n'a pas été un sujet. Ça, en revanche, je l'ai eu un petit peu parce que je lui ai fait une Sophie Scarve en fil, enfin en angora. Donc la qualité top, douceur au top. Et parfois, de temps en temps, en effet, il y avait je voyais, comme c'était un tour de cou, enfin vraiment petit, parfois il avait des petits fils dans le bec. Je lui ai enlevé, je pense que le côté douceur, moi, quand je le voyais avec son écharpe si douce, ça me réconfortait plus que le fait qu'il ait parfois quelques poils de lapin dans la bouche. Donc voilà, donc ce premier novice cardigan. Et vous allez voir, il y a un thème novice cardigan. Parce que moi, j'ai une copine qui tricote, qui se fait pas full confiance, qui tricotait avec des aiguilles droites. Et là, l'idée, c'était de l'aider aussi à passer au tricot circulaire. Et donc, je lui disais, première approche, un tricot circulaire qu'on ferme pas forcément en rond. Le novice cardigan, il est très cool pour ça. Donc, je me suis lancée avec elle. Non, c'est un novice cardigan. Moi, j'en ai plein, mais comme c'est un patron que j'adore, et au-delà de l'adorer en le tricotant, j'adore le porter. Il y a ce côté gilet ouvert, moi, que je boutonne en fait pas souvent et je le porte surtout, tout le temps. J'en ai toujours un sous la main de plein de couleurs différentes et comme ça, je le passe par-dessus ce que j'ai et c'est hyper pratique. Donc, je me suis dit, je vais en faire un en plus. Donc, je vous le montre. Je l'ai terminé il y a déjà un petit moment.
Je l'ai aussi pas mal porté, vous allez voir. Hop, il est comme ça. Mais alors quand c'est pas porté, on voit rien du tout. Je vais le porter pour que vous voyez mieux. Au niveau des fils, j'ai pris un mohair en double. Je sais pas si on voit très très bien. Hop. Et au niveau des coloris, moi je fais souvent avec ce que j'ai dans mon stash ou des écheveaux solitaires. Donc la base numéro 2, non teinte en naturel, avec la numéro 2, teinte. Ça c'est le coloris ivoire, qui est un peu plus rose que parfois. C'est le coloris ivoire, souvent je le réalise avec de l'avocat, donc écorce noyau, et puis parfois un peu de noix de Galles en plus pour ajuster le coloris et puis renforcer un peu la profondeur de teinte. Donc voilà, ces deux associés ensemble. En fait, je voulais quelque chose de clair, mais qui soit pas blanc, parce que j'ai déjà, bah voilà, ce que je porte là, le Morton de Aurélie Lapoule, il est blanc, en fait, il est avec des fils naturels. Je voulais donc quelque chose de super clair, bah, parce que j'ai encore un bébé qui est petit, ça peut lui arriver de régurgiter pas mal, et bien souvent, bah, sur les épaules, tout ça, j'ai quand même des traces, et j'avoue que sur des coloris foncés, ça se voit quand même plus. Donc au moins, avec des coloris clairs, j'arrive à sauver mes tricots. Voilà, donc je voulais quelque chose de clair, mais pas de blanc. Et j'avais aussi envie de créer un petit chiné, mais vraiment super léger, pas quelque chose de tranché fort. Et, euh, et voilà, j'avais ces écheveaux-là dans mon stash. Et je me suis dit, allez, on tente pour voir ce que ça fait. Et l'échantillon m'a plu au niveau de la couleur. C'est marrant parce que là, je trouve que ça tranche super fort quand on les met côte à côte. Si on les imagine ensemble, on se dit qu'il va y avoir un gros contraste. Mais en fait, non, parce qu'une fois tricoté, je trouve que c'est super fondu. Je vais pas tirer sur les mains. C'est vraiment très fondu et très très doux. Et donc ça fait cette couleur qui est vraiment toute douce. Hop, je vais le passer. Je vais pas avoir froid parce que là aujourd'hui il fait quand même bien chaud dehors avec mes deux pulls superposés. Il fait bon. Je vais rougir au fur et à mesure, mais c'est tout à fait logique. Là, ça donne ça. Et vous voyez, je le porte depuis au moins peut-être un mois, depuis largement un mois, du coup, ouais. Ouais. Et j'ai pas encore mis les boutons. C'est un peu la cata. Je les ai, hein, je sais lesquels je veux mettre. C'est des boutons Pigeon Wishes en forme de cœur, un peu coloris pêche. Je sais. Je les ai pas cousus. Je fais toujours quelques adaptations. Et puis moi j'ai des bras assez longs, voilà, donc il y a des choses, j'adapte un petit peu, mais sinon globalement j'ai respecté la structure. Hein, je trouve qu'il tombe toujours nickel. Le seul stress que j'ai à chaque fois, c'est que entre avant blocage et après blocage, c'est juste pas du tout le même modèle. Une fois bloqué, c'est ok. J'ai tendance à allonger, j'allonge toujours. Je crois que je rajoute largement 7 centimètres. Moi, je fais 1,71 m. Je rajoute 7 centimètres de longueur. Malgré tout, je trouve que c'est un chouïa juste. Au niveau longueur, je trouve que c'est peut-être le point négatif de cet ouvrage, c'est que en termes de longueur de corps, il ne faut pas hésiter à rallonger. Je vais vous montrer en me levant. Hop. Vous voyez, bon là j'ai l'autre qui dépasse, mais on est à peu près là, donc c'est quand même un peu juste. Je trouve qu'au niveau de la longueur, c'est un peu juste. Il faut quand même faut avoir ça en tête quand on tricote, c'est juste. Et donc, c'est cool de le porter sur le Morton qui est tout blanc parce que ça permet de voir aussi le contraste. Là, c'est vraiment du défilé cru. Et là, il est très légèrement nuancé, mais il est quand même coloré. Donc voilà pour ce projet qui m'a quand même un petit peu occupée parce que j'ai pas beaucoup de temps de tricot dans la journée entre l'atelier et puis surtout les enfants. Et puis il y a beaucoup de jersey. On aime le jersey quand on fait des novices cardigans. Mais sauf que ça fait quand même un intemporel que je porte. Là, celui-ci, en plus, comme il est tout clair, vraiment, je trouve qu'il est top. Chaque jour, quasiment, il y a un moment où je le porte. Quoi. Soit le matin quand je me lève, soit le soir quand je tricote ou qu'il fait un peu plus frais. Et puis, la couleur est tellement... Enfin, elle est hyper passe-partout. C'est une couleur qui est assez neutre. Je l'adore, je le porte tout le temps. Les mohair, je sais que j'en parlais avec mes stagiaires du stage là, d'il y a quelques jours, les mohair, selon les marques, les qualités sont toujours différentes. Là, lui, je l'ai tricoté avec mon mohair. Je suis toujours un peu embêtée de parler de ça. Moi, je trouve qu'il est doux. En tout cas, moi, je le supporte super bien et je le trouve doux. Voilà. Après, les sensations de doux, pas doux, c'est hyper personnel. Ça dépend des gens. Ça dépend des niveaux de sensibilité qu'on a. Je me demande si c'est pas même genre dans notre patrimoine génétique, les gens vont trouver ça hyper rêche, d'autres non. Donc selon les marques, moi j'ai toujours des retours sur certaines marques ça pique, d'autres pas. Bon, c'est un vrai doudou, je le porte à même la peau sans problème, sachant que je suis pas sensible. Je peux porter des laines de pays, des laines super sèches à même la peau. En passant l'ouvrage, je me dis bon, c'est un peu, et puis en fait au bout de 5 minutes, c'est parti.
et je sens plus les choses. Donc voilà pour le côté novice cardigan, ça c'est ce que j'ai tricoté ces derniers temps. Euh, Bon, j'ai fait plein de Sophie Scarf, c'était des petits projets zéro cerveau, j'en ai enchaîné beaucoup, j'en ai fait pour tous mes enfants, pour moi, j'en ai pas fait pour ma compagne, elle m'en a pas demandé et je réalise que c'est peut-être pas cool, mais je lui en ferai une si elle veut. Je peux vous montrer ce que je suis en train de tricoter, je sais pas si vous connaissez, c'est un top Denis de Aurélie Lapoule. C'est un petit top sans manches, plutôt vraiment, enfin même carrément oversize, loose, un peu comme souvent chez Aurélie Lapoule. Et là, je l'ai fait en coloris Avignon. Donc c'est ce que je fais avec la Garance. C'est super lumineux. Je vais vous montrer ça. Hop, tchouk. Donc là, il est à l'envers. En plus, je vais le mettre à l'endroit pour vous montrer où j'en suis. J'ai pas mal avancé. Rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que voilà, j'ai eu besoin de tricoter vraiment beaucoup ces derniers temps. Je l'ai commencé, là on est fin, j'ai commencé il y a à peine un mois. Il y a moins d'un mois. Et pour moi, c'est beaucoup tricoter quand j'arrive à faire ça en un mois. Donc, c'est une construction classique, du haut vers le bas. Moi, je trouve que c'est toujours super bien expliqué. Aurélie Lapoule, il n'y a pas de souci, on comprend bien. Et en fait, toute la spécificité de ce petit pull, c'est qu'il est vraiment donc en jersey, construction hyper basique, classique, top. Assez loose, ce qui fait que je trouve qu'à la mi-saison, quand il fait chaud, c'est cool parce que ça colle pas, ça vient pas trop coller sur les formes et tout. On a vraiment l'impression de respirer. Un peu comme le Morton que je porte qui est... du coup, il est un peu ajusté pour moi parce que j'ai quand même encore pas mal de kilos de grossesse, mais il est, je vais vous montrer. Je trouve qu'il est quand même pas trop près du corps. Voilà. Bah, en fait, même là, ça va. Vous voyez, on respire. En plus, avec les points ajourés, je trouve que ça, dès qu'on est dehors, qu'il y a un peu de vent, ça permet de respirer. Il ne serre pas au niveau des manches. Et il tombe bien, voilà. Pour moi, il est un chouïa ajusté par rapport à la manière dont je préfère les porter en général. Mais il reste, en tout cas, hyper confortable à porter. Et donc là, le Denis, la petite originalité, c'est ces points. C'est ce point-là qu'on fait, en fait, c'est un diagramme qu'on fait en début, en fin de rang sur toute une partie, et ça crée vraiment un point ajouré. J'ai trop hâte de le terminer, de le bloquer pour voir vraiment ce que ça va donner. En le revoyant, j'ai fait des petites erreurs que j'ai pas vues. Je vais essayer de les reprendre à la fin, parce que là, franchement, c'est trop tard, mais bon, c'est des petits trucs. Voilà, donc on le tricote de haut en bas, classique. D'abord le dos, là, la partie du haut, et ensuite, comme d'habitude, on vient faire un devant gauche, un devant droit, on joint les deux, et c'est parti pour le coup. C'est pas mal de jersey, là encore, ce modèle. Pas mal de jersey avec une seule laine d'une seule couleur. Faut se dire, ok, j'ai pas forcément envie d'un truc très rythmé, parce qu'il y a un côté qui peut être un chouïa monotone. Une fois qu'on a fini là, cette partie-là, avec le motif, le petit diagramme, qui est très léger à suivre, hein. Au bout de 6 rangs, vous le connaissez par cœur et vous quittez vos notes. Mais voilà, faut être ok avec le fait d'avoir des mères et des mères et des mères de jersey. Après, l'avantage, là, moi j'avoue, avoir enchaîné les deux projets avec beaucoup de jersey, c'est que je suis full prête pour du jacquard, des rayures, de la dentelle, je sais pas. Mais là, dans les projets auxquels je réfléchis, il y en a quand même pas mal qui intègrent ça, et je pense que c'est pas un hasard. J'ai envie d'un peu plus de rythme dans le tricot. Donc voilà, on tricote juste en bas comme d'habitude. Ben moi, avec ma taille, j'ai toujours tendance à rajouter ouais, entre 5 et 7 cm. Il y a ma taille, mais enfin, je suis pas si grande que ça, mais c'est aussi le fait que j'aime bien porter, que ce soit quand même assez long. Voilà, pas trop court. Mais ouais, c'est ça, à peu près. Moi, les standards, c'est ce que je rajoute. Et encore, ça dépend des modèles, ça dépend. Aurélie Lapoule, ils sont quand même plutôt souvent longs. Donc, je rajoute un chouïa moins que sur le novice où là, il faut quand même clairement rajouter. Et je m'en veux un peu de ne pas avoir fait plus. Donc là, une fois qu'on a fini tout le jersey, on fait les côtes pour terminer. Et après, on vient relever les mailles de l'emmanche, enfin des emmanchures les unes après les autres. Et on fait ces manches. Donc vraiment très cool à réaliser, très lisible, très facile à faire. Là, j'ai utilisé déjà un écheveau. Là, c'est le deuxième. Clairement, je pense que j'en utiliserai 3 au moins. Ouais, ouais, 3. Et c'était, je crois, la quantité de laine recommandée. Alors, c'était pas avec cette épaisseur de fil. Ce patron, il se fait avec une laine, il se fait avec la ombelle, si je dis pas de bêtises. Donc, la ombelle, c'est un fil de chez Fonty qui est pas mal épais.
J'ai fait mon échantillon, je vous cache pas, moi je fais mes échantillons, surtout que là c'était pas le même fil, c'était pas le fil recommandé, donc j'ai pas joué avec le feu, j'ai fait mon échantillon. Là quand même en tricotant, il y a des moments où je me dis: «Va falloir que je les cèpe bientôt parce que j'ai un peu peur». Après Mathilde, ma compagne, étant un peu plus fine que moi, clairement plus fine que moi, voilà, quand c'est un peu trop juste, souvent elle adopte avec plaisir ce que j'ai tricoté. J'ai un petit doute quand même sur ce que j'ai fait. J'ai joué sur l'échantillon, j'ai joué sur la taille. En fait, je fais une taille 4, bien 4, alors qu'habituellement, mes mensurations font que j'aurais plutôt fait une taille 3 sur ce patron-là. Bon, je pense que je vais quand même retomber sur mes pattes, mais voilà, ce sera pas l'ouvrage le plus loose que j'ai. Je sais pas trop quand je l'aurai terminé. Je pense dans pas très longtemps. Là, je vais bobiner mon troisième écheveau. Et voilà. Et je sais que c'est pas bien ce que je fais, que quand on tricote en double, il faut, c'est vraiment, c'est ce que je recommande, mais je le fais pas. Il faut vraiment, dans l'idéal, prendre 2 écheveaux et prendre de 2 pelotes différentes pour éviter que ça s'en mêle, etc. Du coup, moi, je fais attention à ce que mes fils s'en mêlent pas dans mon sac à projet. Et c'était par raison pratique parce que quand je suis partie avec mes aiguilles, mon patron et ma laine, j'avais bobiné qu'un écheveau et je voulais absolument le commencer. Ça se passe plutôt pas mal et j'alterne pas les écheveaux. Ils sont, moi, les laines, elles sont teintes dans le même bain. Il n'y a pas de nuance, clairement. Là, j'ai passé 2 écheveaux. Je ne saurais pas vous dire où j'ai fini l'un et commencé l'autre, quoi. Ça me fatigue un peu d'alterner les écheveaux de toute façon, donc je le fais rarement. Et en tout cas, elle n'a pas besoin d'alterner les écheveaux. Donc voilà pour les projets que j'ai terminés, celui en cours. Et à venir, j'ai pas encore tout à fait décidé ce que j'allais faire. Mais j'ai quand même plein de pistes. Bon, c'est pas du tout finalisé, vous allez voir, je vais vous dire pourquoi. Comme les beaux jours arrivent, j'ai quand même vraiment envie de me faire un tricot beau temps, enfin voilà, un tricot fil végétaux. Voilà, sauf que je suis pas encore complètement arrêtée, ni sur le modèle, ni sur le fil. J'aimerais vraiment tricoter un fil végétal. C'est quelque chose que j'ai fait parfois, finalement pas mal pour mes enfants, pas tant pour moi. Et là, c'est quelque chose qui me tente vraiment parce que je connais les vertus des fibres végétales, notamment l'été, parce que même quand il fait super chaud et qu'on les porte, on meurt pas de chaud, c'est hyper thermorégulateur, etc. Et j'ai des hauts en fibres végétales du prêt-à-porter, mais j'en ai moi-même pas beaucoup tricoté. Il y a tous les fils, je vous en ai déjà parlé, peut-être de Naticea, chanvre, lin, etc. De Rerum, ils ont aussi une base cool. Moi, là, j'ai une base végétale, j'ai une base avec du bambou et du lin. Donc ça, c'est trop cool parce qu'il y a il y a le drapé du bambou et il y a le côté hyper robuste du lin. Donc je sais pas trop vers quelle base je vais me diriger. Je pense que je vais peut-être choisir un modèle et en fonction du fil recommandé, de la grosseur de fil, etc., j'irai vers une base en fonction de ça. J'ai aussi du coton. La Alma de Bességard, là, que je revends, elle est vraiment top. C'est un 100% coton GOT. Enfin, au niveau des labels, c'est un super fil, hyper traçable et tout. Et c'est un coton qui est trop trop cool. J'aimerais vraiment faire quelque chose avec. Mais peut-être que celui-là, comme j'aimerais vraiment réussir à commencer le crochet, ça c'est mes résolutions là. J'essaie peut-être que je vais le garder pour crocheter. Je sais pas trop, mais en tout cas c'est le prochain projet. Donc je vous dis que c'est défini, en fait, pas du tout. J'ai à la fois le fil n'est pas arrêté et le modèle non plus. Pourquoi pas le Linus, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, de Aurélie Lapoule. Il me fait de l'œil. Je l'ai vu, j'avais une de mes stagiaires, Oxane, là, qui le portait et franchement, trop, trop bien. Donc pourquoi pas. Mais il y a plein de modèles et je les connais juste trop peu. Faut que j'aille regarder ça de plus près. Mais c'est un peu comme si je m'autorisais à faire des recherches sur le sujet, pas plus d'un certain temps par jour en fait, parce que c'est un peu, c'est pas obsessionnel, mais enfin je pense que vous connaissez ça aussi, les heures qu'on peut passer sur Ravelry à chercher, à trouver, à chercher le modèle, le fil. Je me censure un peu quoi. Comme les gosses, je fais des limites de temps d'écran là-dessus. Parce que c'est hyper chronophage et que c'est un peu une quête sans fin. Mais donc voilà, rendez-vous au prochain épisode quand il arrivera. Je sais pas si je vous montrerai le projet fini, je crois pas, mais je vous montrerai quand même, c'est clair, et la laine et le modèle. Je pense que j'aurais arbitré ça, parce que là je sens qu'on est sur le point de maturer le truc. Mais en tout cas, rendez-vous la prochaine fois pour ça. Et le modèle fini, peut-être pour le printemps prochain. Non, j'aimerais vraiment le porter cet été. Ça serait cool et c'est carrément
C'est carrément réaliste, comme là j'ai moins de salons, je vais quand même me dégager du temps pour tricoter davantage. Et j'ai participé à pas mal de salons, enfin entre Malakoff et Bruxelles, il y avait des trucs, franchement merveilleux à découvrir et voilà. Hem, mais j'ai pas ça a été tellement la folie, les 2 salons que Malakoff, j'ai réussi à faire le tour rapidement et j'ai fait mettre de cô enfin j'ai acheté juste un petit gilet de berger, enfin pour, mon petit garçon en laine feutrée. J'ai pas la marque en tête, mais je vous le montrerai, je vous donnerai la marque. Donc j'ai juste acheté ça pour lui parce que celui que j'avais était passé à la machine, donc trop petit. Et à Bruxelles, j'ai fait le tour vite fait une fois et j'ai rien acheté du tout. C'est pas parce que rien me tentait, mais parce que en fait, sur les salons, la difficulté aussi, c'est qu'on fait des tours un peu vitesse grand V parce qu'on laisse le stand et on voit des trucs cool, mais sauf qu'on n'a pas le temps. Moi, j'ai pas le temps de réfléchir à me dire alors quel projet je pourrais réaliser avec, quel modèle, quel fil, quelle quantité il me faut, comment je fais. Donc c'est super frustrant parce que j'arrive pas à dégager ce temps-là. Parfois le dimanche matin, j'essaie, mais j'arrive pas forcément. Et là, à Bruxelles, j'ai pas réussi. Et comme j'ai le grand projet de me mettre aussi à la couture dans les mois, années qui viennent, notamment à Bruxelles, il y avait à la fois fil et tissu. C'est juste l'enfer parce qu'en fait, partout, on voit des trucs genre ah trop bien, trop beau, trop. Bah oui, mais et moi, ça me fait un peu l'effet de trop, donc rien. J'arrive pas à me décider, j'arrive pas à arbitrer. Mais en tout cas, là, j'ai pas grand-chose à vous montrer. J'ai fait très peu d'achats. Là, j'étais concentrée un peu boulot, famille, j'ai pas eu trop le temps. J'ai fait juste un tout petit achat de rien, mais qui est trop cool. C'est des anneaux marqueurs que fait Mylène de Folie Ordinaire. C'est des petits anneaux marqueurs en perles. Alors je suis un peu nulle sur les techniques. C'est une technique de tissage de perles particulière. Et c'est vraiment trop cool. Ils sont mignons comme tout. On peut choisir les couleurs, ou alors soit il fait par kit, je crois, ou soit on peut choisir les couleurs. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi les couleurs que je voulais. J'ai essayé de prendre des clairs et des foncés, selon que je travaille sur une laine claire ou foncée. Donc, c'est des petits cœurs adorables et ils ont l'énorme avantage d'être super légers. En fait, à tricoter, à utiliser, pardon, c'est vraiment top parce que les perles, on peut se dire c'est lourd, les perles en verre, c'est assez lourd. Mais là, je sais pas trop quelle matière c'est. Je sais pas si c'est des perles en verre ou en résine ou en plastique, mais elles sont, les anneaux sont légers et c'est cool, ça alourdit pas le tricot quand on le fait. Donc ça, c'est pas négligeable, c'est vraiment très cool. Donc voilà, j'ai trouvé ça il y a quelques semaines largement et je suis très contente de ma petite découverte. Là, je voulais vous parler aussi de la teinture, qui évidemment m'occupe quand même une grande partie du temps. Et surtout dans la teinture, là, ce qui change à cette saison, moi, ce que je commence à adorer, c'est de pouvoir retrouver l'extérieur, recommencer à travailler dehors et surtout de recommencer les cueillettes. Parce qu'en teinture végétale, c'est un peu comme en jardinage, c'est-à-dire qu'on a des plantes, des végétaux à disposition un peu tout au long de l'année, enfin tout ce qui va être ronces ou des racines ou des écorces, il y en a tout le temps dans la nature. Sauf que certaines plantes, il faut vraiment attendre une saison précise pour qu'elles soient à maturité, pour qu'en fait au moment de la cueillette, on la récolte vraiment au moment où elle est vraiment chargée en colorant sur la partie de la plante qu'on récolte. Et donc là, quand on arrive au printemps, début de l'été bientôt, on va être vraiment sur toutes les cueillettes de ce qu'on appelle les parties aériennes. Donc la partie aérienne d'une plante, c'est tout ce qui sort du sol, tout simplement. Et donc là, on va pouvoir commencer à ramasser les orties, les fougères, toutes ces plantes-là, elles vont commencer à être super intéressantes en teinture parce que bien chargées en colorant. Voilà, vraiment au cours de l'hiver, alors ça commence à l'automne et puis ça se poursuit évidemment pendant l'hiver. Tous les colorants et plein de matières actives des plantes vont comme refluer dans la tige et dans la racine pour celles qui restent, qui reviennent chaque année. Et donc dans ces cas-là, toutes les parties aériennes seront beaucoup moins intéressantes. La plante, elle se met en dormance pour se reposer et puis surtout pour préparer son retour à la saison suivante. Un peu comme nous on fait, c'est vrai que l'hiver, l'automne, on essaie de reconstituer un peu les forces. Et donc là, printemps, été, c'est vraiment l'arrivée, tout ressort, toutes les montées de sève pour les personnes qui font des cures de sève de bouleau ou des choses comme ça. C'est exactement ça. C'est que les matières entre guillemets nutritives ou colorantes pour la teinture, tchouk, ça va refluer, enfin pas refluer, du coup l'inverse, ça va remonter dans les végétaux et ça va devenir super intéressant. Et je vais vous montrer, alors c'est quelques exemples, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière du coup avec des stagiaires qui étaient là pour le stage de teinture de laine. Vraiment, c'est un stage de 2 jours qui est dédié à la teinture de laine. Elles choisissent la laine, elles teignent la laine pour faire un projet après. Et même pendant ce stage-là, moi, j'aime bien qu'on fasse une petite promenade et puis qu'on récolte les plantes tinctoriales qu'on voit à droite à gauche pour pouvoir voir aussi ce qu'on peut faire entre eux.
le matin, on cueille une plante et le lendemain soir, on a une couleur, quoi. Essayer d'avoir vraiment ce parcours, guidé, de la plante jusqu'à la couleur et les différents, process. Donc ça, c'est un beige qui est fait avec du rumex. Le rumex, ça s'appelle aussi la patience. C'est vraiment une plante qu'on trouve un peu partout. Je vais essayer de trouver une image à vous montrer. Et ça, c'est fait avec la partie aérienne, donc du rumex, c'est les petites graines qui sont fixées sur la tige et alors c'est très étonnant parce que les graines sont plutôt rouges, rouge un peu terracotta, rouge brique, et elle donne plutôt cette couleur. C'est un beige qui est super léger, mais super lumineux. C'est vraiment une couleur qui est assez emblématique de la teinture végétale. On est vraiment là sur une couleur assez pastel, assez neutre, du côté quand même des couleurs chaudes, clairement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ben voilà, celle-ci on l'a faite avec, je vais pas vous dire tout de suite parce que c'est toujours un peu surprenant. Voilà, donc là, on est sur un jaune moutarde avec quand même une base un peu de vert anis. Je ne sais pas si ma définition vous aide beaucoup, mais en tout cas, c'est voilà, c'est vraiment. Je vous les montrerai tout ensemble après parce que ça permettra les unes par rapport aux autres de les définir. Et cette couleur-là, on l'a fait avec l'ortie, tout simplement. L'ortie qu'on trouve partout. Alors l'ortie, vous la prenez n'importe où vous la trouvez, qu'elle soit toute verte, toute fraîche ou un peu plus foncée, un peu plus âgée. L'ortie, c'est génial. Tout au long de l'année, enfin à partir du moment où elle sort du sol, c'est une super amie l'ortie. Donc voilà, ça c'est fait avec de l'ortie. C'est une couleur qui est super lumineuse aussi et qui est très fiable. Moi, je trouve que dans le temps, elle fonctionne vraiment bien. Ça, c'est encore un troisième jaune. Si l'autre était jaune-vert. Je vais vous montrer ensemble. Ça, c'est un jaune qui est vraiment un jaune plus lumineux que le premier. Pas un jaune soleil, un jaune peut-être paille, si on peut dire les choses comme ça. Et c'est fait avec de la grande kélidoine. La grande kélidoine, c'est une plante jaune. Attendez, j'en ai dans le jardin. Je vais aller vous en cueillir un brin pour vous montrer avec quoi on fait ça. Je reviens. Hop là, la grande kélidoine. Elle est là. Tchouk, ça fait ça. Si on prend les deux ensemble. Donc il n'y a pas forcément de lien entre la couleur de la fleur et la couleur de la laine. C'est une feuille qui est très reconnaissable. Il y a une forme de feuille, vous voyez, qui se découpe vraiment, vraiment bien. Et les petites fleurs sont jaunes, elles sont comme ça. Je ne sais pas si on les voit très bien. Cette plante-là, elle est assez connue parce qu'elle s'appelle pas que grande kélidoine, on l'appelle aussi la plante à verrues parce qu'en fait, quand on la cueille, je vais vous montrer ça, tchouk. Je sais pas si vous voyez, au bout, la sève, c'est pas une sève incolore ou verte comme dans la plupart des plantes, c'est une sève, en fait, c'est même un latex, c'est un suc jaune qui est légèrement corrosif et donc avant non, parce que ça se pratique encore, quand les gens avaient des verrues, hop, ils tamponnaient la tige sur la verrue et puis l'effet légèrement corrosif contribuait à faire alors disparaître, je sais pas, j'ai pas testé, franchement je vais pas m'engager, mais en tout cas sûrement ça travaillait un peu la zone et donc c'est aussi pour ça qu'on appelle ça la plante à verrue, elle est souvent connue sous ce nom-là. Elle pousse au bas des murs, c'est vraiment elle est emblématique des mauvaises herbes, hein. C'est souvent des plantes que les gens arrachent parce que comme elle se multiplie très facilement, du coup elle prend beaucoup de place dans les jardins quand on la laisse s'installer et les gens ont tendance à l'enlever. Bah, sachez qu'en teinture, ça permet de faire ces couleurs-là. Donc ce qui est quand même assez... c'est un jaune super lumineux. Je vous montre, voilà. Donc là, on est vraiment, si je dois le définir, le vert kaki, c'est pile poil. C'est vraiment ça. On est sur un vert kaki qui a été fait avec de la fougère. Voilà, les fougères, la fougère aigle, celle qu'on trouve en bord de chemin. Ça permet vraiment de faire des teintes qui peuvent être, qui vont d'un petit beige à un vert plus ou moins foncé en fonction de la concentration, du temps qu'il a fait aussi. Selon qu'il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de chaleur, ça modifie les couleurs qu'on crée en teinture. Donc c'est aussi pour ça que c'est pas une science exacte. On peut avoir une recette, un protocole qu'on produit à chaque fois. Ben, en fait, s'il a plu énormément dans les semaines qui précèdent, ou au contraire qu'il y a eu beaucoup de chaleur, ben, la plante va se comporter différemment. La plante peut avoir tendance à se concentrer un peu sur sa survie, donc mettre un peu de côté ses qualités tinctoriales. C'est assez variable et c'est pour ça que souvent quand on fait des cueillettes, on me demande ben ça va donner quelle couleur, etc. Je donne une indication de couleur, beige, jaune, un peu vert, etc. C'est-à-dire que ça, ces couleurs-là, elles ne seront pas bleues ou rouges, évidemment, mais dans la nuance, on peut être vraiment aller d'un jaune très clair à un vert franchement intense. Là, la fougère, elle nous a sorti un super joli vert. C'est un vert qui est très lumineux.
Et là, la dernière couleur, c'est un registre un tout petit peu différent. C'est ce marron doré, marron caramel, je sais pas trop comment on peut définir. Voilà. Là, ça m'a l'air assez fidèle à l'image. Et donc ça c'est moi, c'est une de mes couleurs, moi j'aime beaucoup les couleurs, enfin j'aime beaucoup l'ortie, mais j'aime beaucoup ça. Et ça, on fait avec des feuilles de noyer, tout simplement. Et on cueille des feuilles, on les coupe en petits morceaux, on fait la décoction, on y met une laine mordancée et on a ce caramel doré qui est trop trop lumineux et trop beau quoi. Et ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment la magie de la nature quoi. On cueille les feuilles d'un arbre, un arbre qui est pas l'arbre, enfin c'est pas le petit arbre, la petite espèce exotique trop cool. C'est vraiment un arbre hyper commun qui est dans la plupart des jardins en France, enfin et pas qu'en France, en Europe. Et on a ce vert lumineux trop bien. Je vais essayer de vous les mettre tous les uns à côté des autres. Ils sont pas, pas complètement super bien démêlés, mais bon, j'ai pas, j'ai pas eu le temps de tout finir encore, mais ça permet de voir un peu les différentes nuances. Tchouk, voilà. Tout le monde est là. De gauche, enfin de ma gauche à moi, de par là à par là, les feuilles de noyer pour le brun lumineux, enfin le marron lumineux. Ensuite la fougère, ensuite la grande kélidoine, cette plante jaune là que je viens de vous montrer. Le jaune le plus clair, c'est le rumex. Du coup, vous voyez par rapport aux autres, ça donne aussi ça aide à se représenter le rumex. Et donc le dernier, le plus par là, c'est l'ortie, la feuille d'ortie. Voilà, donc ça, c'est des teintes qu'on obtient de la nature avec ces plantes-là, à peu près au mois d'avril. Là, on est vraiment fin avril. Il y a eu quelques jours de grosse chaleur avant les récoltes, mais ça permet de se faire une gamme. Alors là, on peut faire des trucs trop bien, hein. On peut faire un fade, on peut faire plein de choses. On rajoute un écheveau de couleur naturelle. Voilà, moi je peux pas parce que ça, c'est des échantillons qu'il faut que j'envoie à mes stagiaires, donc je ne peux pas les garder malheureusement. Mais c'est très tentant. Voilà, mais ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on peut faire pendant le stage de teinture sur laine ou plein d'autres choses. C'est un stage qui a un format très libre. Mais en tout cas, comme on a fait, nous, ces teintures-là, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer aussi comment, à partir de trucs hyper communs de la nature, et puis qu'on trouve partout, hein. L'idée, c'est pas d'aller chercher forcément la plante rare ou la plante tinctoriale qu'on trouve qu'à un petit endroit en France. L'idée, c'est plutôt de sortir, d'aller dans la nature et de se dire, bah, ok, avec des choses complètement à portée de main, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a. Et rien qu'en faisant ça, une petite cueillette de même pas une heure, on peut sortir quand même 5 couleurs qui sont à la fois complémentaires entre elles et puis quand même nuancées. Et de ramener un peu le végétal sur la laine et de vous permettre de partager un peu cette partie de mon travail qui est très présente. Donc là, moi, je suis au tout début de la période de récolte. Je vais commencer à m'y mettre. Donc, le fait de faire ces échantillons, c'est hyper intéressant pour moi aussi parce que ça me permet d'évaluer la maturité des plantes tinctoriales. C'est ce que je vous disais un petit peu, c'est-à-dire que les plantes tinctoriales, c'est comme en jardin, c'est un peu comme je parle souvent de la tomate parce que c'est assez. On voit la tomate, elle pousse, elle se forme et puis elle fait un fruit vert sur la tige avant. Sauf que d'expérience, on sait que si on cueille la tomate verte, sauf quand on n'a pas le choix en fin de saison et qu'on en fait des confitures, mais sinon, c'est pas le moment où elle est la meilleure, quoi. Faut qu'on attende qu'elle rougisse et qu'elle mûrisse vraiment. Bah, les plantes tinctoriales, c'est un peu la même chose. Parfois, elles sont là, elles sont sorties, on se dit, ah bah, elles sont là, je les cueille. Sauf que c'est pas encore tout à fait le moment. Il faut vraiment attendre que le colorant aille dans la plante, vraiment se concentre dedans. Et ça, on ne peut pas forcément le deviner. Parce que selon les météos, bah, en fait, une année, ça va être le OK le 30 avril, sauf que l'année d'après, ce sera OK le 18 mai. Et pour faire ça, il ne faut pas hésiter. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, justement, de faire ces petits tests-là. Faire une petite récolte, teindre un petit échantillon de laine, et ça permet de voir un peu où on en est. J'avais un carnet que j'ai perdu et ça me peine vachement justement avec tout ce que je faisais depuis des années de la même quantité de plantes sur la même laine mordancée avec la même recette à des périodes fixes de l'année pour voir un peu où on en était. Et puis, je sais pas, j'ai déménagé des affaires et je pense que j'ai un carton qui est parti malencontreusement à la déchetterie au lieu d'aller dans mon bureau. Et j'ai perdu ce carnet-là. Bah, il est jamais trop tard pour le refaire, mais ça me donnait vraiment une déclinaison de la manière dont les années étaient différentes et dont le moment où on pouvait se mettre à récolter variait. Voilà. Mais là, avec ces échantillons qu'on a fait en stage, du coup, ben, ça me donne des indications précieuses. Par exemple, les feuilles de noyer, moi que je travaille souvent j'attends fin juin. Et en fait, là, en voyant ce qu'on a obtenu comme couleur, je me dis, ben, soit l'année est particulièrement, soit en fait, moi, je peux m'autoriser à décaler ma cueillette un peu avant. Euh, et donc, clairement, je sais que la semaine prochaine, dans mes cueillettes, il y aura une journée dédiée aux feuilles de noyer parce que ça me permet d'avoir ces brins lumineux que je peux pas avoir autrement.
Les bruns, on peut aussi les avoir avec du brou de noix. C'est pas tout à fait la même chose, c'est moins lumineux. Là, ce brun-là, il est assez unique. Dans les coloris que je fais, je l'appelle souvent bronze ou gold, quelque chose comme ça. Les noms varient un peu en fonction des bases mais c'est un peu ce registre de couleurs-là. Donc en tout cas, sur les feuilles de noyer, j'ai cette indication que ça y est, la cueillette, c'est parti. Les orties aussi, je trouve que c'est super intéressant. Parce que là, elles sont vraiment à la frontière entre le jaune, l'anis, Vous voyez, on est pile, il y a plein de colorants mêlés dans la plante en même temps. Donc c'est un peu le moment de cueillir. En plus, les orties, il y en a, mais il y en a des quantités là, comme il a fait chaud. Il y a eu beaucoup de pluie, plus de chaleur, boum, ça fait des forêts d'orties. Je pense qu'en 2 heures, j'ai fait une énorme cueillette en restant au même endroit, tellement il y en a des quantités. J'ai des coins, c'est vraiment des forêts d'orties. Voilà, la période des cueillettes va commencer, ce qui fait que moi j'en suis ravie. J'espère qu'il va pas faire trop chaud, parce que ça peut être un peu éprouvant quand il fait une chaleur énorme. Mais en tout cas, je suis très heureuse de retrouver la nature, la cueillette. J'ai vraiment besoin de cet équilibre-là, d'être dans la nature quand même une bonne partie de l'année. Et je me réjouis de la retrouver bien vite. Et puis les cueillettes et certaines teintures, là, je vais vraiment les faire en ayant en tête les laines que je vais mettre dans le calendrier de l'Avent, donc dans plusieurs mois. Parce que dans ce calendrier de l'Avent, je trouve ça toujours chouette d'y intégrer une ou deux couleurs au moins, qui viennent vraiment de cueillettes que je fais. Sauf que pour pouvoir faire ça, il faut que j'ai quand même une idée de la quantité de calendrier de l'Avent commandé, donc pour pouvoir aussi faire des teintures un peu en fonction, puis adapter et pas surteindre, pas risquer de manquer non plus. Donc c'est aussi pour ça que là, je lance le calendrier de l'Avent ce soir. Je suis super flippée. C'est aussi pour ça, je pense que je fais le podcast aujourd'hui. C'est ouais, une manière de penser à autre chose, parce que c'est toujours un enjeu énorme en fait de lancer des choses comme ça, parce que ça représente à la fois beaucoup de travail pour les préparer, mais c'est aussi un vrai enjeu pour Maison Septembre, hein, clairement. Donc je croise les doigts et j'espère que la proposition plaira. Je l'ai appelé un peu So British, mais l'idée c'est d'emmener dans cet univers anglais qui est en fait super varié, parce que la Grande-Bretagne recouvre quand même plein d'univers différents. Et l'idée cette année, le calendrier de l'Avent, c'est donc de faire une pochette par semaine, donc 4 pochettes en tout, 600 grammes de laine au total dans le calendrier. Et en fait, chaque semaine, chaque pochette, ça sera vraiment une plongée dans un univers lié à la Grande-Bretagne. Pas forcément une région, voilà, j'ai aussi en tête des éléments liés à la culture, des éléments liés à des œuvres de fiction. Ça va être trop trop cool, mais je vais varier un peu les univers. Je révèle pas les thèmes. J'ai hésité à le faire et après je me suis dit, mais non, parce que la surprise, elle sera plus là. Donc j'avoue, c'est un peu un pari de dire, faites-moi confiance, je vais vous embarquer dans des trucs qui vont vous plaire. J'espère que ça va vous plaire. Mais voilà, une semaine, une thématique, avec dans chaque pochette de la laine, un patron, accessoires tricot, petits trucs à grignoter ou à boire. Et puis dans la box, enfin dans le calendrier, en plus, il y aura au moins un objet, moi que j'aime bien. L'an dernier, dans la Dolce Vita, c'était une petite tasse en céramique expresso. Voilà, ça peut être des choses un peu dans cet esprit-là, toujours prendre soin de soi, pour soi, s'accorder des moments, des temps pour soi. Et là, dans le calendrier, en plus, il y aura un e-book que je vais rédiger sur à la fois il y aura des choses sur la teinture, sur la laine, sur le tricot, sur l'Angleterre, évidemment, la Grande-Bretagne, des recettes de cuisine. Voilà, j'adore le faire. En fait, je pense que je les fais parce que je sais que ça vous plaît, les e-books, mais clairement, moi, j'adore les faire. J'apprends plein de choses en les faisant parce qu'il y a toute une phase de documentation, tout ça. Les recettes, soit c'est des recettes que moi je fais déjà et voilà, soit c'est des recettes que je teste pour vous partager. Donc les filles adorent. C'est des super testeuses. Elles me font des petits trucs à la Top Chef avec tchouk 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 tchouk, machin. Donc en tout cas, c'est des recettes qui sont testées de manière extrêmement rigoureuse par des juges implacables. Je sais déjà que je vais faire cet e-book avec grand plaisir. Et donc les patrons, l'idée c'est qu'il y a un patron par pochette pour faire la laine, pour tricoter la laine dans la pochette. Mais l'idée aussi, si vous le souhaitez après, c'est d'attendre la fin du mois de décembre, de voir toutes les laines, parce que je vais faire en sorte qu'elles s'harmonisent ensemble. C'est-à-dire ça va être les mêmes épaisseurs de fil dans toutes les pochettes, pas les mêmes bases, hein, mais les mêmes épaisseurs de fil et avec des coloris qui pourront s'harmoniser. Ça veut dire que si vous ne voulez pas tricoter 4 choses différentes, vous pourrez tout à fait garder les laines pour vous faire un autre ouvrage, soit un pull, une grande pièce, voilà, en utilisant toutes les laines du calendrier.
parce que moi, c'était un petit peu pour ça aussi que j'avais, pas forcément refait un calendrier chaque année, parce que j'en avais fait pas mal avec des mini écheveaux de 20 grammes et puis, bah, il y a quand même des modèles chouettes qui permettent de les utiliser ensemble. Mais quand même, je trouve que moi, pour en avoir fait, j'avais fait un pull et une grande étole, c'est cool, mais au bout d'un moment, voilà. Et j'avais eu envie de proposer des formats avec des écheveaux entiers. Et là, il y aura quand même quelques mini qui s'intégreront dans des projets. Mais c'était en tout cas un peu le choix et le truc qui fait que j'ai transitionné vers plutôt des formats 4 pochettes, plutôt que quelque chose tous les jours ou tous les 2 jours. Et aussi parce que moi, c'était des retours que j'avais eus sur globalement, c'est que les pochettes tous les jours ou tous les 2 jours, bah, finalement, on est assez vite dans donc une accumulation de mini et puis au-delà de ça, des petits objets, enfin plein de petits trucs quoi. Et finalement, plein de petits trucs, si on prend deux trois calendriers comme ça fait beaucoup de petits trucs. Et moi, j'avais vraiment envie de proposer bah voilà, pour proposer par exemple la tasse en céramique, bah, c'est un vrai bel objet, donc il faut pouvoir l'intégrer dans la box, dans le calendrier. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire que sur du vrai format. Pareil, les paquets de gâteaux, le plus possible, j'essaie vraiment de prendre des paquets entiers ou les petites douceurs à manger ou à boire, des formats en fait classiques, pas des mini formats. Parce que je trouve que c'est toujours un peu frustrant des fois, on découvre des trucs qui nous plaisent trop et on se dit ah bah c'est déjà fini, dommage. Donc là, vraiment être sur l'idée, on en profite à fond, on est sur un format traditionnel où vraiment on peut déguster autant qu'on veut, se faire le tricot qu'on veut plus facilement. C'est un peu pour ça que j'ai arbitré comme ça. Après, moi la première, je reconnais le plaisir d'avoir une petite case à ouvrir tous les jours ou tous les 2 jours. Mais en tout cas, je trouve que sur le format laine, certaines le font super bien, d'autres teinturières, j'avoue que moi, c'est pas forcément ma zone de confort et que je préfère être sur des trucs peut-être avec une approche un peu différente. Les patrons, c'est avec des designeuses, tout n'est pas finalisé du tout, c'est encore en cours, mais ça aussi, c'est trop cool, quoi. Je sais qu'une fois par an, j'ai ce rendez-vous où je fais ces collaborations, c'est vraiment un travail d'aller-retour. L'an dernier, j'avais fait avec Laura de La Petite Biche Rose, c'était super cool. On avait fait un bandeau à damier. Enfin voilà, il y avait eu plein de choses vraiment intéressantes. Et là, je me réjouis de finaliser tout ça cette année. Et c'est vrai qu'en plus, ma meilleure copine vit en Angleterre et j'ai un peu ce rêve fou de me dire que là, à Noël, on aimerait peut-être aller y passer quelques jours. Ce serait vraiment le clin d'œil de se dire cette année, je fais la boxe et je vais dans le pays. Ce serait un peu exceptionnel, mais pourquoi pas? Ce serait très très drôle, cette espèce de mise en abîme du truc. C'est un peu la petite aparté calendrier de l'Avent. Et du coup, je suis arrivée au calendrier de l'Avent parce que je parlais des récoltes et du fait il fallait que j'anticipe au niveau des quantités et des coloris aussi parce que vous pouvez choisir soit des couleurs plutôt chaudes ou froides. Donc évidemment, moi sur les cueillettes, c'est pas les mêmes plantes que je vais travailler. Faut que je puisse anticiper pour mes cueillettes et c'est aussi pour ça que je les propose à cette période de l'année. J'ai absolument besoin d'avoir cette anticipation-là parce que ben là, vous voyez, il y a des cueillettes sur mai, il faut qu'elles soient faites. Et moi, je travaille pas mal avec des plantes fraîches, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse les cueillettes et que je fasse les teintures. Donc la marge de manœuvre, elle n'est pas énorme. Après, moi, je me donne toujours un peu de souplesse, je cueille un peu plus, je fais sécher, comme ça, si besoin, je peux recompléter les quantités. Mais en tout cas, je suis plus à l'aise et plus rassurée si c'est fait comme ça. Voilà, et là, je vois les minutes qui défilent. Autant la première vidéo, je m'étais dit, ah, je me limite, je fais vraiment pas long et j'avais fait une vidéo pas longue. Autant là, c'est la cata, il va falloir que je fasse des coupes. Je sais pas comment on appelle ça et je sais surtout pas trop comment on fait, mais je vais découvrir, je vais m'entraîner à ça. Et surtout, mais là, je vous ai farci, quoi. Je vous ai raconté plein de trucs, ça allait dans tous les sens. Je suis désolée, c'est pas organisé. C'est un peu la vie multitâche où en fait on switch d'un truc à l'autre. Par contre, je pense que je vous embrouille un chouïa. Donc je suis désolée, dites-moi si c'est le cas, je suis vraiment désolée. Il faut que je m'arrête, il faut que je trouve une manière de m'arrêter. Donc pour résumer très rapidement, pour se voir en vrai, soit on se donne rendez-vous en Alsace, à Mulhouse à la fin du mois de mai, j'aurai plein de laine, hein. Tout ce qu'aurait dû passer à Nantes, je l'aurai. Soit on se voit en ligne parce que je travaille aussi, c'est un travail de fond à la refonte du site internet et de la boutique en ligne. Donc dans les mois qui viennent, semaines j'espère, je vais tout remettre à jour, refaire des photos, tout bien réactualiser. Et troisième option, on se voit là.
Moi, je serais trop contente de vous accueillir là. Soit vous passez dans le coin, vous êtes du coin, on se fait un message et puis vous passez, soit des portes ouvertes, faut que je réfléchisse à des dates. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est parce que je sais pas, je me dis: «Ouais, des portes ouvertes en même temps, juste venir dans le coin pour ça, il faudrait que j'organise un petit événement autour de ça». Je sais pas, je suis preneuse d'avis, de conseils, mais en tout cas, ce lieu est ouvert, et pas seulement pendant les stages. Maintenant, il est ouvert et je vais essayer de faire des petites vidéos, du petit atelier boutique. C'est tout petit, hein, mais c'est bien rempli. Et donc ça, c'est pour se voir en vrai. Après, si vous voulez suivre un peu, n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner à la newsletter. Bah, rendez-vous pour les portes ouvertes. On va se dire ça. Je vais essayer de caler une date. Et puis sinon, pour le prochain épisode de podcast, moi, mon petit challenge perso, je vais essayer de me dire que j'ai trouvé le prochain modèle que je tricote. Je l'ai castonné, j'ai avancé pour vous montrer quelque chose. D'ici là, moi, je vais vous souhaiter plein de super tricots, plein de couleurs, plein de joie. Là, ça y est, les beaux jours arrivent, les jours rallongent, ce qui est quand même vraiment très cool. Plein de douceur sur vous. Prenez grand, grand soin de vous et de vos proches. Et tricotez. Tricoter, ça fait du bien. Et puis on se revoit très vite. N'hésitez pas, évidemment, si vous le souhaitez, parce que j'en fais pas tant que ça des vidéos, mais quand même pour être tenu informé quand il y en a une qui vient, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me faire des petits mots, des petits commentaires, des petits messages, et des suggestions d'amélioration de ci, de ça, ou de thèmes que vous voudriez voir, enfin que j'aborde ou que je précise un peu. Et moi, c'était trop cool. J'ai adoré passer ce moment avec vous et on se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Voilà les coulisses du tournage. Vous avez tout vu. The sun is shining.